vous parler, parce que bon, c'est sûr que quand on dit protection des travailleurs, on pense tout de suite individuelle et collective, mais il y a aussi d'autres éléments qui contribuent à la protection des travailleurs. Et je vais vous présenter quelques pistes de réflexion, aussi bien pour la sous-section 3 que la sous-section 4. Rapidement, pour me présenter et présenter ma structure, donc BET2C, on a un bureau d'études dédié au bâtiment qui existe depuis plus de 20 ans, que j'ai racheté en 2015, et dans lequel je développe en parallèle des activités historiques d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre, structure, fluide, thermique, etc., où je développe un pôle d'assistance et de maîtrise d'œuvre amiante. Parce que pour ma part, donc, après avoir travaillé pendant un certain nombre d'années dans une entreprise de désamiantage, donc je me suis orienté vers la maîtrise d'œuvre et l'assistance à maîtrise d'ouvrage que je propose depuis 5 ans. Je suis aussi formateur au risque amiante au sein d'un centre de formation dans l'Est de la France, intervenant au CNAB pour la formation HSE 119 sur la prévention des risques d'amiante. Et puis, je travaille conjointement régulièrement avec une autre société qui est pas très loin de chez moi, qui s'appelle Amiante Co, qui vous a fait une présentation lors de la dernière conférence du mois de juin. Donc, Amiante Co est plus orienté et très orienté sur la sous-section 4, de la fourniture de matériel jusqu'à l'assistance mode opératoire et chantier-test de chantier. Et puis, on travaille, Amiante Co fait appel à mes services quand il y a besoin d'un peu d'ingénierie poussée sur la sous-section 4. Donc, pour revenir à la thématique de notre après-midi. Donc, je vais vous remettre pour la troisième fois, puisque les deux précédentes interventions en ont parlé, mais évidemment, tout ce qui nous encadre aujourd'hui, la base, c'est les principes généraux de prévention que je vous ai remis en partie sur cette slide. Donc, évidemment, éviter les risques quand il s'agit de travaux de désamiantage, on ne va pas pouvoir éviter l'amiante puisqu'on cherche à le retirer. Mais comme l'a déjà souligné à la fois l'INRS, Aurore Aglioni et puis Elvire précédemment, les mesures individuelles ne viennent qu'en fin. Donc, la première action que cherche à faire l'entreprise de désamiantage, c'est combattre le risque à la source. On va y revenir. Mais je voulais revenir aussi sur un autre alinéa des principes généraux de prévention et qui dit qu'il faut adapter le travail à l'homme. Adapter le travail à l'homme dans le choix de la conception des postes de travail. Alors, formulé tel qu'il est cet article, on pense plutôt à des postes de travail industriels très répétitifs, mais on va voir qu'il y a aussi des réflexions qui peuvent être menées sur les chantiers, même si, en théorie, il n'y a pas deux chantiers identiques, même au sein de la même entreprise. Donc, combattre le risque à la source, je ne vais pas vous faire l'inventaire de toutes les techniques de réduction de l'empoussièrement mises en œuvre aujourd'hui sur les chantiers. Hein. La première chose, la déconstruction, ça c'est clair, l'aspiration à la source, travail humide. Tout ça, ce sont des points qui sont, je dirais, pris en compte, mis en œuvre, maîtrisés par les entreprises de désamiantage. Mais il arrive des situations où ce n'est pas suffisant parce que, alors, soit on a des produits qui sont très émissifs, je pense aux plâtres amiantés qu'on continue à rencontrer régulièrement. Un peu moins, ça concerne aussi les flocages, mais les flocages, il me semble qu'on commence à venir un peu à bout des flocages sur le marché français, même s'il y en a certainement, mais par rapport à ce qu'on retirait il y a 15 ans, la quantité de flocage à retirer a quand même grandement diminué, mais on a encore beaucoup de plâtres amiantés qui, malgré, parce que l'imprégnation à cœur est très difficile, l'aspiration à la source est très difficile, restent des produits très émissifs malgré toute la rigueur de mise en œuvre de l'entreprise. Ou alors on a des produits où on n'a pas vraiment d'outils de réduction à la source adaptables à l'outil de retrait. Je pense notamment aux enduits bitumineux sur des ouvrages métalliques, des écluses, du matériel ferroviaire. Donc là, on est, malgré tous les efforts faits pour éviter l'émission à la source, on se retrouve encore avec des empoussièrements élevés. Et ce qu'il ne faut pas oublier, que sur un chantier, évidemment, les tâches exposantes sont d'abord les tâches de retrait, mais il y a aussi des autres tâches qui peuvent être émissives, donc exposantes pour l'opérateur et qui, là encore, on le constate quand on lit les plans de retrait, peuvent passer un peu à la trappe en termes d'évaluation des risques avec des travaux préparatoires, des confinements à côté de produits amiantés dégradés, dans la collecte des déchets notamment, hein, parce que il y arrive souvent
on voit des produits, des MPCA retirés avec une très bonne imprégnation, mais ensuite tous ces produits, une fois arrachés à leur support, tombent au sol, restent quelques temps au sol, et rapidement ils sèchent parce qu'ils sont sous le flux d'air des extracteurs, parce que l'ambiance est relativement chaude, et on se retrouve avec des opérateurs qui ramassent des déchets amiantés, très, très secs, plus mouillés, et donc qui deviennent émissifs. Des fois, parfois, j'ai déjà vu des valeurs plus émissives de collecte de déchets que de retrait du produit amianté en lui-même. Donc, tout ça pour dire, quand on revient au 4e alinéa des principes généraux de prévention, adapter le travail à l'homme, c'est qu'il faut mener des réflexions complémentaires au retrait en lui-même, sur soit des outils supplémentaires, soit une organisation des postes de travail. Donc les outils supplémentaires, ça peut être des outils de collecte de déchets, automatiques ou semi-automatiques, au-delà de l'aspirateur avec son Longopac. Voire quand on a quelque chose de très émissif, réorganiser, faire des zones surventilées dans la zone de travail, en limitant ainsi les opérateurs exposés. Donc là, on a une photo je dirais, de ce qu'il ne faut pas faire, hein. Alors, je ne suis pas sûr que vous la voyez très bien, mais là, on a un opérateur qui ramasse des résidus de flocage au sol, et quand on voit l'état de sa combinaison, je pense que les déchets, il y a déjà une bonne partie des déchets qui a dû lui tomber dessus. Donc même si les déchets, le flocage était mouillé, le fait qu'en arrachant, ça lui tombe dessus ne contribue pas à sa protection. Donc les entreprises développent, et là ça devient aussi pour les grosses entreprises, notamment qui ont des services un peu de R&D ou des services techniques très très structurés, la conception, parce qu'on n'en trouve pas standardisé dans le commerce, hein, c'est adapté à chaque chantier, mais on trouve des outils sur les chantiers qui permettent de collecter directement, d'ensacher directement les déchets d'amiante dès qu'ils sont arrachés à leur support. Il y a aussi d'autres choses qu'il faut prendre en compte pour protéger le travailleur, pour mieux protéger le travailleur, c'est l'organisation des postes de travail. Dans toutes les zones de travail, toutes les zones confinées, on a un flux d'air, d'entrée d'air vers les extracteurs. Et c'est sûr que si on travaille face à une entrée d'air, les poussières qui vont être émises entre l'entrée d'air et l'opérateur vont être tendance à être abattues sur l'opérateur. Donc, il faut éviter ce genre de situation. Donc, il faut aussi sensibiliser les opérateurs, les chefs de chantier aux positions dans la zone de travail. Donc là, je vous ai mis une photo là aussi qui n'est pas à retenir en termes de bonne pratique, c'est plutôt tout le contraire, c'est une mauvaise pratique. Au-delà d'autres anomalies qu'il y a sur ce dessin. Mais là, on a un opérateur qui est à genoux près d'un extracteur, donc on peut penser que s'il y a une entrée d'air pas loin de lui, son flux d'air, il va avoir plutôt à lui rabattre les poussières vers lui plutôt qu'à le protéger. Donc, quand on est sur des processus émissifs, dire aux opérateurs toujours travailler vers les extracteurs plutôt que vers les entrées d'air. Quand je dis vers, c'est-à-dire le visage, la face où il y a le pays. Donc ça, ce sont aussi des pratiques. L'arrosage, il peut être nécessaire aussi de continuer au-delà de l'arrosage du produit amianté, mais d'arroser la zone de travail avec d'autres précautions à prendre parce qu'il faut collecter et traiter les eaux. Mais aussi l'arrosage est quelque chose qui marche bien et qu'il ne faut pas se contenter d'une petite pulvérisation en début de vacation et puis ensuite s'arrêter. Autre chose aussi, on utilise énormément les aspirateurs en zone. Quand on a des processus très émissifs, il ne faut pas se contenter de prendre un aspirateur et puis le décolmater de temps en temps. Si on veut qu'il garde sa puissance d'aspiration tout au long de la vacation, j'ai appelé ça booster, mais c'est pas booster, c'est pas augmenter les capacités de l'aspirateur en lui-même, mais c'est s'assurer du maintien de ses capacités tout au long de la vacation par la mise en œuvre de cyclones entre la bouche d'aspiration et les filtres en eux-mêmes, cyclones qui vont capter une grande partie par un processus purement mécanique de force centrifuge, qui vont capter le gros des poussières et qui vont préserver les filtres de l'extracteur, qui va permettre de conserver la puissance de filtration, éviter d'encombrer les filtres, éviter d'avoir à faire des opérations de maintenance en zone sur les aspirateurs. Donc là, vous avez une photo d'un fournisseur bien connu, mais bon, tous les fournisseurs en proposent, hein, où on voit à côté de l'aspirateur, le cylindre gris est un cyclone qui va permettre de capter une grande partie des poussières avant que celles-ci ne tombent sur les filtres.
Je voulais aussi aborder un autre aspect sur la protection des travailleurs, notamment sous section 3, c'est que les tâches de désamiantage sont souvent très physiques. Donc, qui dit très physique dit une fatigue qui peut arriver vite. Et quand on lutte contre la fatigue de la tâche qu'on est en train de réaliser, on peut avoir tendance à oublier de s'assurer de sa bonne protection, du bon état, du bon nettoyage de sa zone de travail. Outre le fait qu'évidemment, une tâche physique va générer d'autres risques comme les risques TMS. Donc depuis quelques mois, quelques années, il y a des réflexions qui sont menées via le PRDA pour des solutions de robotisation qui vont permettre de soulager le travailleur de sa tâche physique et donc qui se concentre plus, si sa tâche est moins physique, il pourra mieux se concentrer sur le retrait en lui-même et donc sur sa protection et la protection de l'environnement autour de son poste de travail. Donc là, vous avez un exemple de robot qui était en test sur le même chantier. Les deux photos ont été prises sur le même chantier où il y avait en parallèle de méthodes de retrait classiques d'enduit sur les murs. Il y avait des essais qui étaient faits à un autre étage de l'immeuble sur de la robotisation. Donc la robotisation peut être une solution et donc comme je l'ai dit, pour avoir participé à un certain nombre de commissions du plan de recherche et développement amiante et maintenant de la CEVALIA, de la commission d'évaluation des innovations liées à l'amiante. Donc il y a des solutions de robotisation qui sont dans les tuyaux, qui sont en phase, pour certaines en phase finale de mise au point et qui pourraient arriver, j'espère, qui vont arriver sur le marché dans les mois à venir. Avec cependant un petit bémol, hein, le robot ne sera pas la solution miracle à tout, parce que ça génère d'autres aspects à prendre en compte. Tout d'abord, un robot étant à la base quelque chose qui fait des tâches répétitives, identiques, on se rend compte dans les essais qui sont faits sur les robots actuellement qu'on a toujours des difficultés à traiter les points singuliers. Les points singuliers, c'est plutôt un angle entre une dalle et une poutre, des choses comme ça, derrière les radiateurs, des choses comme ça. Et sur un bâtiment, on se rend compte qu'il y a beaucoup de points singuliers, donc ce qui veut dire qu'un robot ne pourra pas retirer tout le produit amianté qu'on aura dans une pièce et tout. Il y aura toujours des interventions humaines un peu fastidieuses comme celles qui étaient illustrées précédemment. Mais bon, s'il ne reste plus que les cueillis de poutres à traiter manuellement et que le reste a été fait au robot, ça sera déjà un très grand progrès pour le métier. Ensuite, qui dit robot, dit l'arrivée de nouvelles contraintes liées au risque amiante, c'est-à-dire qu'on pourrait être amené à devoir réparer des robots en zone polluée, donc des robots qui seront partiellement ou complètement pollués. Donc, comment faire intervenir des techniciens de maintenance en zone polluée quand le robot tombe en panne? Ou alors, la solution qui, elle, de toute façon, la panne n'est pas systématique, mais qui, les robots, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, ils auront besoin d'une maintenance. Et donc, il va falloir, ça veut dire accompagner le développement des robots, accompagner la formation de techniciens spécialisés en machines-outils ou en robotique pour réparer des machines qui ont été polluées à l'amiante. Et puis, un robot, c'est évidemment plus compliqué, c'est plus délicat à utiliser qu'un simple burineur, donc ça va nécessiter une montée en compétences des opérateurs. Voilà ce que les réflexions sur la protection du travailleur en sous-section 3, donc au-delà des techniques de réduction à la source de l'empoussièrement et avant les EPI, des réflexions menées sur des outils complémentaires ou l'organisation du travail. Je voulais aussi aborder l'ASS4 parce que la problématique est un petit peu différente et les retours d'expérience que j'ai eu depuis 2 ans, notamment travaillant avec Amiante & Co, ont été très instructives. Déjà, pour refaire une mise en situation, hein, il faut se rappeler qu'une entreprise qui va faire de l'SS4 n'est pas amenée à faire des opérations de SS4 fréquemment, puisque voilà, c'est une contrainte supplémentaire à sa tâche initiale, et donc une société de SS4 n'a pas vocation à avoir une équipe ou des opérateurs qui, comme des désamianteurs, vont tous les jours être confrontés au risque amiante. En plus, quand on voit, même si les arrêtés EPI et une grande partie des arrêtés MPC, comme l'a dit Elvire dans son exposé, concernent à la fois la SS3 et la SS4,
il est bien clair que il est très difficile de demander à une entreprise de SS4, d'autant plus que quand elle intervient ponctuellement, de mettre en œuvre des moyens de protection collective lourds, tels que des extracteurs, des zones sous dépression et tout. En théorie, sur le papier, c'est ce qui est prévu dans les textes, mais en pratique, on se rend bien compte que c'est très compliqué. Donc la SS4, pour qu'elle soit bien faite, il faut et que les salariés soient protégés et de facto l'environnement, on doit toujours avoir à l'idée, c'est ce qu'on cherche chez Camionten Co, à viser des empoussièrements les plus bas possibles pour éviter de tomber dans des niveaux 1 élevés, voire des niveaux 2 qui nécessiteraient la mise en place de moyens de protection collective lourds. Donc, si on demande des processus de très faible empoussièrement et des faibles fréquences de mise en œuvre de processus, il faut absolument, lors de la conception des processus de SS4, de réfléchir à des processus simples qui seront parfaitement maîtrisés par l'opérateur. Et parfaitement maîtrisés, même s'il ne les met en œuvre qu'une fois par mois, une fois tous les 6 mois. Parce que quand on vise des processus de faible empoussièrement, on se rend compte que le moindre écart là-dessus peut vite générer des empoussièrements élevés. Donc, pour viser le processus de très faible empoussièrement, il faut des processus simples et maîtrisés techniquement. Et donc, c'est pour ça que, en fait, pour le conseil que je donnerais à tout entreprise, voire maître d'ouvrage qui, par sa régie, viendrait à mettre en œuvre des processus de SS4, la réflexion à mener, c'est toujours partir du geste professionnel hors amiante, c'est-à-dire que l'opérateur va faire au quotidien quand il n'y a pas d'amiante, et ajouter un moyen de réduire l'émissivité et non pas l'inverse. Parce que le réflexe, j'ai un percement à faire, le premier réflexe, on dit, ah ben, je vais utiliser ou une poche de gel ou une cloche d'aspiration. Très bien. Effectivement, c'est des outils qui marchent très bien. Mais si on part là-dessus, bien souvent, on arrive à des mauvaises surprises. Parce que finalement, on va se rendre compte que la cloche d'aspiration gêne l'opérateur quand il veut percer, et donc il bricole, il le tient mal, il tient mal les deux, il tient mal sa cloche d'aspiration, il tient mal son perforateur, et on arrive à des processus émissifs. Voilà, donc la première question à se poser, ce n'est pas si je prends une poche de gel ou une cloche d'aspiration, mais comment fait l'opérateur habituellement hors risque amiante. Et là, je vais vous donner en illustration, donc on a fait une grosse campagne avec Amiante & Co d'évaluation de processus pour un grand opérateur de téléphonie qui était amené pour tirer la fibre à faire des percements dans des sous-sols, dans des caves, dans des parkings avec des enduits amiantés. Et donc, on a fait toute une campagne sur le terrain, en situation réelle, de différents procédés. Donc là, vous avez un opérateur qui va faire un percement dans un enduit amianté avec une poche de gel. Et ben, on s'est rendu compte que une particularité de cet opérateur téléphonie, c'est que les ouvriers qui interviennent travaillent avec une perceuse sans fil avec une longue mèche. Pourquoi une longue mèche? Parce que des fois, ils sont amenés à traverser un mur complet. C'est pas faire un percement pour fixer une cheville, c'est traverser le mur pour pouvoir passer la fibre optique à travers ce trou. Eh bien, on s'est rendu compte que même si en première approche, Carto l'a montré que la poche de gel marche très bien, eh bien, la poche de gel n'est pas ce qu'il y a de mieux pour ce cas-là, parce que habituellement, pour pouvoir bien positionner sa mèche, l'opérateur tient son perforateur à deux mains. Il tient bien sûr le perforateur au niveau de la commande, donc au niveau de la poignée, comme on fait tous habituellement, mais compte tenu de la longue mèche, pour pouvoir bien la positionner, il tient aussi son perforateur au niveau du mandrin. Et le problème, c'est que les poches de gel, sur certains revêtements de surface, si on ne veut pas qu'elles se mettent à tourner au moment où on commence à la percer, donc tourner avec la mèche, eh bien, il faut aussi tenir la poche de gel le temps qu'on fasse le premier trou. Et donc là, on s'est retrouvé à un problème, c'est que l'opérateur ne pouvait plus faire son geste professionnel habituel, et ça dégradait fortement la situation. Donc, on a réfléchi à d'autres solutions. On a réfléchi toujours avec du gel, mais non plus sous la forme de poche, mais sous la forme de cartouche, où on mettait une grosse noisette de gel sur le support mural. Et donc, il n'avait plus à utiliser sa deuxième main au niveau de l'endroit de percement, mais il pouvait revenir à sa situation
hors amiante, c'est-à-dire de tenir son perforateur, sa perceuse à 2 mains pour qu'il ait une bonne préhension de l'outil. Donc voilà, partir du geste professionnel et, et réfléchir aux moyens de réduire l'émissivité. Alors à partir de là, c'est la première étape. Les étapes complémentaires, là aussi, nos retours d'expérience, c'est qu'évidemment, il faut absolument des formations complémentaires. Alors là, on m'excuserait, il y a une coquille dans mon slide. Il faut une formation complémentaire orientée métier à la formation, je dirais, initiale de gestion du risque qui est dispensée dans les centres de formation. On conseille fortement de faire une mise en œuvre à blanc, c'est-à-dire hors risque amiante du processus, euh, avec ou sans EPI, suivant les cas, mais pour là aussi se rendre compte déjà de la mise en œuvre, et puis accompagner l'entreprise sur le terrain lors de la première mise en œuvre pour corriger et améliorer ce qui a été fait. Ce qu'on fait fréquemment avec Amiantenco, c'est qu'on rentre en zone, et on fait une séquence vidéo de l'intégralité de la mise en œuvre du processus, de façon à ce que l'entreprise puisse ensuite regarder ça à tête reposée et en CSE, si l'entreprise est suffisamment grande, ou en petit comité sélectionné par le chef d'entreprise, avoir des réflexions sur comment améliorer la mise en œuvre du processus pour que ça se passe bien lors des prochaines opérations. Voilà, je n'ai pas guetté l'heure, je ne sais pas si j'ai tenu ou pas trop dépassé le temps, mais voilà les réflexions que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui sur les bonnes pratiques en SS4 et en CS3 pour la protection du travailleur, au-delà de l'EPI et des principes de base de réduction de l'émissivité. Alors, moi j'avais une question, finalement, et puis il y avait une question de Jean-Michel aussi que je vais te poser. Étant donné toutes les complexités, l'expérience que tu peux avoir, ou que peut avoir un maître d'œuvre, de manière globale, et tous les cas particuliers, tu parlais aujourd'hui de travaux préparatoires, j'imagine un marteau-piqueur à proximité d'une zone amiantée qui ferait l'émission de fibres d'amiante. Bon, enfin, il n'y a que des cas particuliers dans ce que tu viens de citer. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avec la complexité du métier, on peut se passer d'un maître d'œuvre amiante ou d'un AMO? Je dirais, il y a toujours plus d'idées dans 2 cerveaux que dans un. Moi, j'ai une vision un peu différente, avec un peu de recul par rapport. Alors, j'ai quand même une expérience d'entreprise. J'ai une expérience de retour, d'échange, notamment en formation. Je fais peu de formation initiale pour des raisons d'organisation de temps, mais je fais beaucoup de formation de recyclage avec des encadrants techniques, des encadrants de chantier qui sont aussi enrichissants pour évidemment les stagiaires, puisqu'ils viennent faire le recyclage, et on remet des choses à plat, et puis ça permet de remettre les bonnes pratiques, voilà, ce qu'il faut faire, la réglementation au bout du jour. Mais pour moi aussi, c'est très enrichissant, parce que je leur demande de parler-moi de vos situations et tout. Donc voilà, un maître d'œuvre ou un AMO amiante, l'intérêt, c'est que il a toute une somme d'expérience, de retour d'expérience sur des opérations similaires, qui peut échanger, qui peut partager et adapter à la situation, je dirais, inédite, puisque effectivement, c'est rare sur un chantier de bâtiment, c'est ce qui fait un des charmes du bâtiment, du BTP, c'est qu'on n'a pas de situation rigoureusement identique. Mais voilà, l'AMO, le maître d'œuvre sont là pour apporter un éclairage un peu plus au-dessus que forcément le nez dans le guidon, comme peut l'avoir l'entreprise ou l'intervenant. Ouais. En termes de limites de frontières d'intervention entre le maître d'œuvre et l'AMO, peut-être pour le repréciser pour le public. Je dirais le maître d'œuvre, il a quand même une certaine obligation de résultat. Il doit s'assurer, il doit mettre tout en œuvre sur le chantier pour que l'opération se déroule bien de A à Z. Hein. Donc, c'est-à-dire que voilà, un maître d'œuvre, c'est pas le maître d'ouvrage qui va lui dire combien de fois il faut qu'il intervienne sur le chantier, c'est au maître d'œuvre, compte tenu de l'opération, va lui dire va faire ses points d'arrêt, va faire ses contrôles de chantier et tout. Un AIMO, il est plus là en conseil, donc il va dire au maître d'ouvrage, comme on dit, il assiste, il donne des conseils, et puis c'est le maître d'ouvrage qui fait appliquer. Et le maître d'œuvre amiante aussi a un contact beaucoup plus direct avec l'entreprise intervenante que dans le cadre de l'AMO.
Il y a une question de Jean-Michel qui dit: que pensez-vous de la douche avec une combinaison jetable de type 5 faite pour résister aux aérosols secs et perméable à l'eau et par entraînement aux fibres d'amiante? À la douche avec une combinaison type 5. Faite pour résister aux aérosols secs et perméable à l'eau. Parce que type 5, combinaison type 5, c'est celle réglementairement qui est demandée. Oui. Oui, c'est Jean-Michel Cabello qui pose la question. Oui. Oui, de toute façon, pourquoi? Pour la remise en suspension des fibres d'amiante dans le sas, Oui. l'eau reste quand même un bon moyen, de manière générale, de rabattre les poussières. Ouais. Donc maintenant, c'est sûr que ça a ses limites parce que si on a des combinaisons très très sales, comme le cas qu'on a vu la photo que j'ai montrée où c'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire. Si vraiment on a des opérateurs qui sont exposés, qui vont, parce que le processus est très empoussiérant, parce qu'il y a beaucoup d'eau qui leur tombe dessus au cours de leur phase de retrait. Moi, ce que je conseille systématiquement, et pas que pour le niveau 1, je conseille la double combinaison. Une combinaison qui sera enlevée en zone et dans le milieu confiné sous dépression pour que la décontamination par douche, par voie humide dans les sas, n'ait pas enlevé le gros de la saleté, enfin le gros du dépôt sur les combinaisons et sur les EPI, parce que la limite, il faut, ça on n'a pas parlé parce qu'on ne peut pas tout aborder, mais une des premières sources d'export de pollution dans les zones d'approche, c'est un problème de nettoyage des EPI. Les harnais, les batteries, les choses comme ça, où les opérateurs passent trop vite dans les sas et n'essuient pas à bien, et on se retrouve avec des EPI qui sèchent dans les zones d'approche, avec des dépôts de poussière qui sont mis en suspension lorsqu'on manipule. Ouais. Une dernière question de Marc qui pose la question: peut-on évaluer le nombre de MOE spécialisés amiante et donc capable de bien conseiller un MOA? Alors, c'est sûr que les MOE amiante, c'est presque quasiment maintenant, aujourd'hui, le seul maillon de la chaîne du traitement de l'amiante qui n'a pas de certification obligatoire, de formation obligatoire et tout. Donc, on peut se référer à la liste qui est dans l'OPQUBI. Bon, c'est pas une certification obligatoire. Il y a quelques prérequis pour être certifié. Après, bon, moi j'y suis parce que au début j'y étais pas, je voulais pas y être. Et puis avec certains maîtres d'ouvrage, ça les rassure, même si c'est pas un gage 100% d'hyper compétence. Après, il faut se baser sur, c'est le dialogue, il faut se baser sur les expériences, les références du MOE là-dessus. Puisqu'on parle de la qualification des maîtres d'œuvre amiante, c'est pas simplement quelqu'un qui fait un CCTP de désamiantage en recopiant le code du travail. Pour moi, un MOE, ça doit être quelqu'un, et ce que je fais, et je tiens à le faire, qui rentre notamment en zone de travail. On Ouais. ne suit pas un chantier désamiantage qu'en regardant la bande de dépression du contrôleur de dépression. Et il faut se déplacer. Il faut, Et se aller. déplacer, et deux, rentrer et voir ce qui se passe. Oui, je me souviens t'avoir vu quelques fois avec des grosses valises Voilà. pour transporter Mes un peu EPI. des EPI, du matériel. Je suis indépendant en EPI et je me déplace sur les chantiers et je rentre en EPI avec mes propres pays sur les chantiers désamiantage. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Thomas pour cette intervention.